Bonjour à tous, donc du coup je suis Camille Roland-Debord et on m'avait demandé de vous parler du diagnostic et de l'évaluation de la gravité des exacerbations de BPCO. Voici mes liens d'intérêt. Donc en fait, jusqu'à très récemment, on utilisait deux définitions des exacerbations de BPCO. D'une part, les recommandations françaises de la SPLF, qui commencent à dater un petit peu parce qu'elles datent de 2017, qui caractérisent les exacerbations de BPCO par un événement aigu, donc une aggravation des symptômes respiratoires, au-delà des variations qui peuvent être quotidiennes. Et cette modification des symptômes conduit à une modification des traitements. Et puis, on s'inspire aussi des recommandations GOLD, qui sont les recommandations internationales, dont le dernier rapport en 2022 disait qu'une exacerbation, c'était une aggravation aiguë des symptômes qui engendrait une modification des traitements. Et puis, les choses ont changé avec cette publication importante en 2021 dans la JRCCM qui a remis à nouveau la définition et classé la sévérité des exacerbations. Globalement, ils ont repris les étiologies en les divisant en des causes bactériennes, virales, pollution et des causes autres. Souvent, effectivement, on ne sait pas ce qui a déclenché l'exacerbation chez nos patients BPCO. Et puis, cette cause va induire sur la bronche de l'inflammation aiguë, qui va entraîner une inflammation locale au niveau de la bronche, et puis une inflammation systémique avec notamment comme marqueur biologique une élévation de la CRP. Toute cette inflammation va aggraver le débit expiratoire de nos patients et donc va résulter en une inadéquation entre la ventilation et la perfusion, aggraver l'hypoxémie ou faire apparaître une hypoxémie, accroître la demande ventilatoire, et donc ça va résulter entre la polypnée et puis petit à petit, si le patient n'est pas pris en charge, à la dysfonction de la pompe ventilatoire et l'hypercapnie. La nouvelle définition donc, de ce papier, c'est une exacerbation, c'est un événement qui est caractérisé par soit de la dyspnée, de la toux et des expectorations sur une durée de moins de 14 jours, avec donc cette fameuse tachypnée qui est la réponse à l'inflammation locale de la bronche et ou une tachycardie, une augmentation de l'inflammation locale ou systémique. On a dit systémique, c'est avec l'élévation de la CRP. Et puis donc causée, on a dit, par une infection des voies aériennes, qui peut être soit bactérienne, soit virale, la pollution ou une autre agression des voies aériennes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est donc de faire le diagnostic différentiel. Donc l'exacerbation, on a dit une bactérie, virus, pollution ou autre, mais il y a les diagnostics différentiels, l'embolie pulmonaire, la pneumopathie, l'œdème pulmonaire, ce sont les principaux, et donc peuvent mimer les symptômes d'une exacerbation, et ils doivent toujours être évoqués. Alors, dans les recommandations de la SPLF, c'était évoqué en cas d'évolution non favorable, mais les choses ont changé avec la nouvelle définition. Et puis, pareil, dans le GOLD 2022, avant finalement cette publication de 2021, c'est pareil, comme ces autres comorbidités, donc cardiovasculaires, infectieux, et puis l'embolie pulmonaire, sont fréquentes dans la BPCO, il faut les évaluer cliniquement avant de considérer le diagnostic d'exacerbation, qui donc du coup de fait un diagnostic plutôt d'élimination. Dans les recommandations 2024, qui font suite donc à cette publication de 2021, il y a une proposition d'approche diagnostique qui nous facilite un petit peu les choses. Donc, il faut toujours évoquer les trois causes les plus fréquentes de diagnostic différentiel. La pneumopathie avec une radiographie thoracique. L'embolie pulmonaire, c'est d'abord une évaluation clinique. Ensuite, selon les dédimères et puis selon l'angioscanner. Et puis rechercher une dysfonction cardiaque avec la radiographie, et le dosage du NT-proBNP et l'échographie. Et puis ensuite, il faut évoquer des causes moins fréquentes, le pneumothorax, l'épanchement pleural, et puis chez nos patients qui ont une comorbidité cardiaque, l'infarctus du myocarde. Est-ce que cette nouvelle définition et cette nouvelle publication a permis d'améliorer la définition de la gravité
Oui, c'est le cas parce qu'avant, on les classait sans vraiment avoir de critères francs. Donc avant, on avait l'exacerbation légère, c'est une augmentation des symptômes. Modérée, ça requiert une antibiothérapie ou une corticothérapie. Et grave, c'est nécessite une hospitalisation. C'était un petit peu pareil dans les recommandations de 2022 de Gold. Mais finalement, vous voyez qu'on n'avait pas de critères objectifs pour évaluer et pour classer nos exacerbations. À présent, donc dans la publication de 2021 qui a été repris dans les recommandations Gold de 2024, on a plusieurs critères qui vont nous permettre d'évaluer notre exacerbation de BPCO. La dyspnée avec la mesure de l'EVA, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, le taux de CRP, on a dit, qui retrace l'inflammation systémique en réponse à cette inflammation locale, et puis la gazométrie artérielle. Ce qui intéresse pour classer dans des exacerbations sévères, c'est un pH inférieur à 7,35. Et donc, les exacerbations légères, c'est qu'on a moins de 3 critères, et puis donc toujours notre pH supérieur à 7,35. Les exacerbations modérées, on a plus de 3 critères parmi ces 5, toujours un pH supérieur à 7,35. Et dès qu'on a une acidose avec un pH inférieur à 7,35, eh bien, on est dans les exacerbations sévères. Et du coup, il y a quelques études. Alors, c'est assez récent puisqu'on a dit que la publication, elle datait de 2021. Elle vient d'être reprise dans les nouvelles recommandations internationales. Donc, il y a quelques papiers de l'année dernière qui sont des études rétrospectives à l'heure actuelle, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont être proposées dans les années à venir pour évaluer justement si est-ce que cette nouvelle classification de la gravité de nos exacerbations de BPCO est corrélée à la mortalité ou à l'évolution des patients. Eh bien, effectivement, c'est le cas. Cette nouvelle classification permet de discriminer les patients qui vont avoir un pronostic plus sévère, et ce jusqu'à 3 ans. Donc, notamment sur le risque de mortalité, sur la durée de séjour hospitalière, et puis sur la mortalité et la présence d'événements jusqu'à 3 ans après l'exacerbation. Donc, après, ça reste une analyse rétrospective sur 340 patients, donc c'est quand même un nombre de patients conséquent. Mais le message, c'est que si on arrive à classer nos exacerbations de BPCO avec ces critères, ça permet de prédire la durée de séjour, la mortalité, et puis la mortalité sur les 3 ans, puisqu'on a regardé sur 3 ans de suivi. Est-ce que la prise en charge est différente ? Après, on discutera de la prise en charge des exacerbations de BPCO, donc je ne veux pas empiéter sur le topo, mais simplement pour vous dire qu'effectivement, quand on a cette classification, on voit que la prise en charge est différente entre une exacerbation légère, une exacerbation modérée, une exacerbation sévère sur l'admission en soins intensifs, la durée d'hospitalisation, l'oxygénothérapie, le recours à la ventilation non invasive et le recours à la ventilation invasive. Pareil, donc ça, c'est le même papier dont on a discuté tout à l'heure. Retrouve les mêmes éléments sur le fait que cette classification permet de différencier où va se faire la prise en charge et le recours à la ventilation. Pour ce qui est du traitement médicamenteux, donc cette publication qui est une étude observationnelle, pour l'instant on a dit, comme c'est assez récent, on n'a pas de grosses études, mais elle montre qu'effectivement, le recours à la corticothérapie et aux antibiotiques est différent en fonction de si notre exacerbation est classée légère, modérée ou sévère. Et ici, c'est le même premier papier dont on a discuté, qui est l'étude rétrospective. Effectivement, les données sont moins claires. On voit qu'il n'y a pas de différence entre l'administration des corticoïdes, de l'antibiotique, du nombre d'antibiotiques et la durée des antibiotiques. Donc ça, c'était sur des données rétrospectives. Ce qu'on peut se dire, c'est que pour l'instant, on sait que cette classification, elle va nous permettre de prédire l'évolution du patient et la mortalité, mais que sur l'administration des traitements, pour l'instant, les choses ne sont pas encore claires. Est-ce que les patients sont différents ? Eh bien oui, nos patients qui ont une exacerbation sévère, légère ou modérée, ils vont avoir des scores de Charlson que vous utilisez en réanimation qui sont différents et qui sont plus élevés si on a une exacerbation plus sévère. Et alors, ça, c'est quelque chose qui est, toujours sur ce travail qui est aussi une cohorte rétrospective avec à peu près 400 patients. L'impact de l'insuffisance cardiaque sur les patients, pour l'instant, elle reste encore à déterminer. Globalement, on a l'impression,
Mais ce n'est pas franc qu'on va avoir plus de signes de congestion, plus de signes de dysfonction cardiaque chez nos patients qui ont une exacerbation qui est dite sévère selon la classification. Mais vous voyez que sur les dosages de NT-proBNP, la différence n'est pas significative et que sur la troponine, on est aussi significatif, mais avec des taux qui sont, des pourcentages qui sont assez proches. Donc, ça reste à déterminer encore sur l'impact de l'insuffisance cardiaque, mais on a l'impression qu'on a un signal en fonction de la sévérité de nos exacerbations. Donc les messages principaux qu'on peut dire sur cette définition de l'exacerbation et sur cette nouvelle définition qui fait suite à la publication de 2021, c'est que la définition, elle reste finalement pas plus spécifique. On a dit majoration de la dyspnée, de la toux, des expectorations, moins de 14 jours, ça c'est quelque chose qui change un petit peu. Responsable d'une tachypnée, c'est la conséquence de l'inflammation et la conséquence de l'augmentation de la demande ventilatoire. Et puis, cette définition, elle reste par contre plus objective sur la gravité, parce que là, pour le coup, on a maintenant des critères qui nous permettent de classer nos patients. Ces critères ont un intérêt pronostique pour les exacerbations des patients qui sont hospitalisés et donc pour les patients qui vont aller en réanimation, avoir besoin de ventilation non invasive, avoir besoin de ventilation mécanique et que par contre l'impact sur la prise en charge, elle reste à préciser parce que pour l'instant, on a vu antibiotiques sur certaines études c'était différent, corticoïdes sur certaines études c'était différent mais pas sur toutes et puis le profil du patient ça reste encore à affiner. Mais voilà ce qu'on peut dire en 2024 des exacerbations de BPCO. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Bonjour, bravo pour votre topo, c'était très très clair. Moi j'avais une question sur l'embolie pulmonaire, parce que quand vous nous présentez les dernières recommandations, finalement on doit éliminer une embolie pulmonaire chez tous les malades BPCO. Quand on regarde les scores de probabilité, on va se rendre compte que la probabilité elle est au moins élevée. Les D-dimères, les malades, ils sont souvent inflammatoires. Donc ça veut dire que tous les malades BPCO doivent quasi avoir un angioscanner ? C'est quelque chose qui est effectivement encore en cours de débat. Et il y a eu des études, d'ailleurs, il y en a une assez récente qui était une étude où il y avait deux groupes. Un groupe où on faisait directement d'emblée des dimères et s'ils étaient positifs l'angioscanner, et un groupe où on faisait du soin courant, c'est-à-dire qu'on laissait à chaque praticien sa possibilité de réflexion. Et en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'il n'y avait pas de différence. Donc pour l'instant, la stratégie adoptée pour éliminer une embolie pulmonaire, elle reste sur la probabilité clinique. En fait, finalement, elle ne change pas d'un autre patient, mais c'est vrai qu'en pratique, vous avez raison, ça va faire qu'on fait des angioscanners à tous nos patients. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation franche et les articles récents, les publications récentes, qui sont quand même des essais pour le coup randomisés, ne permettent pas de trancher. Donc on reste sur calcul de la probabilité clinique en premier. D'autres questions dans la salle ? Alors ça, c'est une bonne question aussi. C'est-à-dire pour éliminer l'OAP, c'est ça, pour éliminer une participation cardiaque. Surtout, alors il n'y a pas beaucoup d'études. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les études ont montré que le taux de NT-proBNP supérieur à 1000 permettait d'être discriminant sur une participation cardiaque. En revanche, sur l'échographie, c'est plus difficile. Je pense que c'est plus difficile de conduire une étude dessus parce qu'il va y avoir finalement chaque praticien qui va interpréter et réaliser son échographie et donc c'est plus difficile à conduire comme étude, mais le taux de NT-proBNP est privilégié pour valeur seuil 1000 pour se dire est-ce qu'il y a une participation cardiaque associée ou est-ce que c'est uniquement une participation cardiaque. Autre chose ? Moi j'aurais juste... parce que je suis toujours un petit peu curieux. Oui. Est-ce que tu as vu arriver dans les suites du Covid, c'est Covid dit long, de nouveaux phénotypes, on va dire, de BPCO ? Non, avec le Covid, ça n'a pas trop changé la prise en charge.
dans les nouveautés, mais peut-être qu'on en parlera après. Ce qui est intéressant, c'est phénotyper les BPCO, c'est très à la mode, et notamment le taux d'éosinophile, pour notamment décider du traitement par corticoïde oral et puis par corticothérapie inhalée aussi. Donc le phénotypage, c'est très à la mode, mais par contre, la modification de phénotype avec le Covid, pas spécialement, non. Et est-ce qu'on sait si les étiologies de l'exacerbation de BPCO ont un impact pronostic sur les patients en fonction de si c'est bactérien, viral non, ou mais si c'est on une très bonne réflexion. Effectivement, non, pour l'instant, il n'y a pas 3-4 d'études qui ont permis de déterminer ça, mais c'est une bonne idée. Est-ce que si c'est plus bactérien, est-ce que la mortalité sera différente de si c'est viral? Oui, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Il n'y a plus qu'à le faire. Ok. Autre chose? Bon, écoute, on te remercie beaucoup. Merci.